Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une petite ville paisible de l'Ohio nommée Maple Creek, le temps semblait couler plus lentement qu'ailleurs. C'était le genre d'endroit où les hivers étaient longs, les étés pleins de barbecues dans les jardins, et où tout le monde connaissait au moins le prénom du fils du boulanger ou la chienne du facteur. Les maisons étaient modestes, les pelouses tondues chaque samedi, et les secrets, bien qu'enfouis, finissaient toujours par remonter à la surface, portés par les murmures des voisins et le silence trop pesant des vitrines fermées. C'est là que vivait Daniel Cooper, un homme discret, solide, les mains toujours tachées d'huile et le regard souvent tourné vers l'horizon. À première vue, il n'était qu'un mécanicien comme un autre. Mais sous cette apparente banalité, il portait en lui une histoire faite de sacrifices, de douleur, de résilience, une histoire qui allait bouleverser plus d'un destin autour de lui. Daniel et Melissa Cooper formaient autrefois un couple qu'on disait de cinéma. Ils s'étaient rencontrés au lycée, elle capitaine des majorettes, lui joueur de baseball sans grandes ambitions. Ils étaient tombés amoureux un soir de bal d'automne, dansés sur un slow de Fleetwood Mac, et ne s'étaient plus quittés. À 19 ans, ils s'étaient mariés dans l'église de la ville, avec les sourires des familles et la bénédiction des anciens. Rapidement, les enfants étaient arrivés. Noah, l'aîné au regard sérieux, puis Liam, impulsif et drôle, Grace, douce et rêveuse, Ellie, franche et indépendante, et enfin le petit dernier, Caleb, qui venait à peine d'avoir 2 ans quand le monde s'est effondré. La maison des Cooper, une vieille bâtisse en bois au bout de Maple Lane, était toujours remplie de bruit, des rires d'enfants, des disputes de couloir, des casseroles qui s'entrechoquaient, des dessins collés sur le frigo et des chaussettes jamais appariées. C'était un joyeux désordre, nourri d'amour, mais aussi de fatigue. Beaucoup de fatigue. Melissa, en particulier, portait le poids invisible des jours qui se ressemblaient. À mesure que les années passaient, son regard s'assombrissait. Elle parlait souvent, à voix basse, d'une vie qu'elle aurait voulu différente. Elle se rappelait les étés où elle rêvait d'arpenter l'Europe sac à dos, de monter sur scène, d'écrire un roman, de s'inventer ailleurs. Mais les couches, les nuits blanches, les factures, les devoirs, les rendez-vous médicaux avaient eu raison de ses rêves. Un matin d'octobre, sans un cri, sans un adieu, elle fit ses valises. Elle laissa une note griffonnée, posée près de la cafetière. « Je ne peux plus. Je suis désolée. Melissa. » Quand Daniel descendit ce matin-là, il trouva la maison étrangement silencieuse. Les enfants dormaient encore. Il lutte la notte. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis il la replia lentement et la glissa dans sa poche. Il prépara le petit déjeuner. Habilla les enfants. Sourit. Fit semblant. Mais le soir venu, dans la chambre soudain trop grande, il s'effondra. In silence. Comme tout ce qu'il faisait. Les mois qui suivirent furent une descente brutale vers une nouvelle réalité. Daniel travaillait comme mécanicien dans un petit garage situé à la sortie de la ville. Le propriétaire, Jack Murphy, un vieil homme bourru mais juste, tenta de lui alléger les horaires, mais Daniel refusa. Il avait besoin de chaque heure, chaque dollar, pour que ses enfants ne manquent de rien. Les factures s'amoncelaient sur le coin de la table de cuisine. Le frigo grinçait vide certains soirs. Il n'y avait plus de sorties au cinéma, plus de repas au restaurant. Les enfants posaient des questions. « Où est maman ?» demandait Caleb, sans comprendre. Daniel répondait avec des mots simples, vrais, sans colère. Il ne voulait pas que leur cœur soit rempli d'amertume. Il ne demanda jamais d'aide, ni aux services sociaux, ni à ses voisins, ni à ses parents qui vivaient dans un autre état. Il était trop fier. Ou peut-être trop brisé. Alors, il apprit. Il apprit à faire les tresses de Grace et Ellie, même si au début elle riait de ses maladresses. Il apprit à cuisiner autre chose que des macaronis au fromage. Il maîtrisa les lasagnes, le chili, les pancakes du dimanche matin. Il installa un tableau familial pour organiser les corvées, devint un expert en planning d'école, en anniversaire à organiser avec 3 fois rien. Il allait aux réunions parents-professeurs en uniforme graisseux, le visage tiré, les mains rêches, mais le regard toujours droit. La ville le regardait. Certains le plaignaient. D'autres jugeaient en silence. Il y avait des murmures dans les supermarchés. Des voisins qui disaient « Melissa a eu raison, elle devait étouffer » ou encore « Pauvre Daniel, il fait ce qu'il peut, mais ce n'est pas une vie ». Mais il y avait aussi ceux qui l'admiraient. Silencieusement.
Une caissière qui glissait un mot doux dans le sac. Une institutrice qui restait un peu plus tard avec les enfants. Un vieil homme qui déposait un sac de pommes devant la porte. Daniel ne le savait pas encore, mais à travers cette tempête, il était en train de devenir un pilier. Pas seulement pour ses enfants, mais pour toute la communauté. Et pendant ce temps, Mélissa n'avait plus donné signe de vie. Un jour, alors que les cicatrices du passé devenaient plus discrètes, Daniel reçut une opportunité inattendue. Un vieil homme du coin, propriétaire d'un garage abandonné à la sortie de Maple Creek, voulait s'en débarrasser. Le toit fuyait, les murs étaient lézardés, les machines rouillées par les hivers. Mais l'offre était dérisoire. Daniel hésita. Il n'avait pas beaucoup de ressources, mais il avait quelque chose de plus rare, la détermination brute d'un homme qui n'a plus peur de tomber. Il accepta. Et ce fut le début d'une nouvelle aventure. Pendant des semaines, il travailla sans relâche. La journée, il assurait ses heures au garage de Jack Murphy pour faire bouillir la marmite. La nuit, lampe frontale vissée au front, il ponçait les murs, réparait les vieilles machines à la main, déblayait les gravaseuls. Il apprit l'électricité grâce à des vidéos sur Internet, retapa le toit avec des matériaux de seconde main, repeignit l'enseigne à la main avec les enfants. Car très vite, ses enfants l'avaient rejoint. Pas par obligation. Par loyauté. Noah, désormais adolescent, fort et silencieux comme son père, changeait les pneus, apprenait à diagnostiquer les moteurs, se salissait les mains sans se plaindre. Grace, calme et organisée, se chargeait des petits comptes, des plannings, tenait un cahier à spirale dans lequel elle consignait chaque centime. Liam adorait graisser les chaînes, tester les klaxons, plaisanter avec les clients. Ellie dessinait les logos, décorait la salle d'attente, collait des étoiles sur les murs. Même le petit Caleb, du haut de ses 8 ans, balayait le sol en sifflotant, fier d'être l'apprenti du patron. Ce fut une renaissance collective. Plus qu'un garage, Cooper Auto et Son devint un symbole. Une histoire de famille forgée dans l'abandon et reconstruite dans la sueur. 5 ans plus tard, l'entreprise tournait à plein régime. Daniel avait embauché 8 employés, tous des habitants de Maple Creek. Certains étaient d'anciens élèves en décrochage, d'autres des parents seuls qui avaient trouvé là une seconde chance. Le garage n'était plus un simple commerce, c'était une communauté. Les gens venaient y faire réparer leur voiture, oui, mais aussi pour partager un café, demander un conseil, trouver un peu de chaleur humaine. La famille Cooper était désormais un pilier de Maple Creek. Les enfants brillaient, Noah se préparait pour l'université, Grace rêvait de comptabilité, Ellie voulait devenir architecte, Liam envisageait de reprendre le garage un jour. Même Caleb, qui adorait poser des questions sur les moteurs, était devenu la mascotte des lieux. Mais malgré les rires, les réussites, les diplômes affichés dans le salon, un vide restait logé dans un coin du cœur de chacun. Une absence qui ne faisait plus mal chaque jour, mais qui s'imposait parfois, la nuit, dans le silence. Une voix qui avait disparu sans adieu. Une mère. Melissa. Et puis, un matin de printemps, alors que les oiseaux chantaient au-dessus du garage, Daniel était penché sous le capot d'une vieille Ford rouge. Le soleil filtrait à travers la porte entr'ouverte, dessinant des lignes dorées sur le sol. Il essuyait de la graisse sur ses doigts quand une silhouette apparut à l'entrée. Elle portait de grandes lunettes noires, un manteau beige froissé, un sac usé sur l'épaule. Ses cheveux, autrefois brillants, étaient maintenant ternes, grisonnants par endroits. Son visage trahissait les années, des cernes creusées, des rides fines, un regard chargé de fatigue et d'inquiétude. C'était Mélissa. Elle resta un moment immobile, comme paralysée par la scène devant elle. Le garage, vaste, ordonné, avec les outils suspendus avec soin, les murs repeints, les bureaux en activité. Puis ses yeux se posèrent sur Daniel, qui se redressa lentement, un chiffon à la main. Il la reconnut immédiatement. Mais il ne dit rien. Son visage resta impassible, ses yeux inexpressifs. Une tempête silencieuse bouillonnait en lui. 10 ans. 10 années de silence, de nuit seule avec les enfants, de blessures pensées sans réponse. La voix de Mélissa fut un souffle, presque étouffé. Daniel. Elle fit un pas, puis un autre. Son regard se posa sur le panneau accroché au mur, Cooper Auto et Son, puis sur les jeunes visages qui passaient derrière les baies vitrées, Noah, devenu presque un homme, Liam plus grand qu'elle maintenant, Ellie concentrée sur un dessin de carrosserie, Grace à l'ordinateur, Caleb qui riait dans le bureau d'accueil. Ses yeux s'embuaient. Elle ne savait pas par où commencer. Je
je ne savais pas par où commencer, répéta-t-elle. J'ai fait des erreurs. Je regrette. Le silence était lourd. Même les outils semblaient s'être tus. Daniel, toujours muet, essuya ses mains lentement, puis tourna les yeux vers elle. Aucun mot de colère, aucun mot de tendresse. Juste une distance immense entre deux personnes qui avaient tout partagé, et tout perdu. Les enfants furent prévenus plus tard dans la journée. Ils se réunirent dans la cuisine de la maison familiale, autour de la grande table en bois qu'ils avaient eux-mêmes retapée. Mélissa entra, maladroite, étrangère dans la maison qu'elle avait jadis dirigée. Personne ne cria. Personne ne pleura. Ils la regardèrent avec des yeux silencieux, comme on regarde une étrangère à qui on tente de reconnaître un lien invisible. Elle chercha leur visage, leurs traits. Ils étaient si grands, si beaux, si marqués. Mais elle n'était plus leur refuge. Elle n'était plus maman dans leur bouche. Daniel accepta de parler. Ils s'installèrent dans la cuisine, cette même pièce où des années auparavant, ils avaient partagé tant de rires, de disputes, de repas pressés entre deux devoirs et des bains à donner. Rien n'avait changé dans les grandes lignes. La table était toujours là, un peu plus usée, les chaises grinçaient de la même façon. Mais tout, absolument tout, avait changé dans l'air qui les entourait. Daniel croisa les bras, adossé au dossier de sa chaise. Il la regarda longuement avant de parler. « Tu veux revenir ?» demanda-t-il, la voix posée, mais tendue, comme si chaque mot devait traverser un barrage de souvenirs. Mélissa hocha lentement la tête. Ses yeux cherchaient ceux de Daniel, mais lui les gardait ancrés au bois de la table, comme pour éviter de raviver une douleur mal enterrée. « Je ne veux pas tout reprendre, Daniel. Je sais que ce n'est pas possible. Je veux juste réparer, rattraper ce que j'ai détruit. Si c'est encore faisable. » Daniel ferma brièvement les yeux. Puis, sa voix s'assombrit. « Tu n'as pas seulement brisé un mariage. Tu as abandonné 5 âmes. 5 enfants qui t'attendaient chaque soir à la fenêtre, convaincus qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Tu sais combien de fois Caleb a demandé si tu reviendrais ? Il se racle la gauri. Tu n'étais pas là quand Noah a fait sa première crise de panique. Ni quand Élie a refusé de parler pendant 2 semaines. C'est moi qui ai dû apprendre à tresser les cheveux de graisse. J'ai tout appris. Parce que tu n'étais pas là. » Mélissa baissa la tête, incapable de soutenir ce flot. Elle inspira doucement, les mains tremblantes sur ses genoux. « Je sais. Et je ne demande pas pardon. Je ne sais même pas si j'y ai droit. » Un silence se installa. Puis elle ajouta. « Je ne suis pas venue pour être excusée. Je suis venue parce que je ne pouvais plus fuir. » Daniel le observa. Pendant un instant, ses traits se durcirent, puis se relâchèrent. Il avait trop pleuré dans cette pièce pour céder à nouveau. Il avait tenu, debout, même brisé. Tu ne peux pas revenir comme si rien ne s'était passé. Il soupira. Mais tu peux écouter. Tu peux être là. Tu peux répondre aux questions. Et te taire quand il faut. Peut-être qu'avec le temps, il y aura quelque chose à reconstruire. Pas ce qui était, mais autre chose. Mélissa resta en ville. Pas chez Daniel, cette époque-là était révolue, mais dans un petit studio modeste, près du centre. Une pièce au mur blanc, presque vide. Elle s'acheta un matelas, une table, un grille-pain. Elle vécut simplement, sans chercher à forcer les choses. Elle allait au marché, croisait parfois un des enfants, baissait les yeux quand il détournait les leurs. Elle ne cherchait pas à s'imposer. Elle attendait. Les enfants décidèrent, chacun à leur rythme, de renouer ou non. Grace, la plus méfiante, refusa catégoriquement de la voir. Pendant des mois, elle ignora les messages, les lettres manuscrites. Elle disait à Daniel. Elle a fait ses choix. Qu'elle vive avec. Mais derrière sa dureté, il y avait une douleur mal digérée. Elle avait été la plus proche d'elle autrefois. Ella, plus sensible, accepta un café. Elles se retrouvèrent dans une boulangerie. Élie parla surtout de l'école, de ses projets d'architecture. Mélissa écoutait, hochait la tête, retenait ses larmes. Caleb, trop jeune au moment du départ pour garder des souvenirs nets, était le plus curieux. Il posa mille questions. Pourquoi t'es parti? Est-ce que tu vas repartir? Est-ce que tu m'aimais quand j'étais petit? Mélissa répondit avec lenteur. Sans cesse excuser.
juste en racontant. Le vide qu'elle avait ressenti, la peur de ne plus être elle-même, la honte après sa fuite. Elle ne chercha pas à se justifier. Elle ne fuyait plus. Noah et Liam restèrent en retrait. Ils la saluaient parfois, avec politesse. Un mot, un hochement de tête. Rien de plus. Mais ce n'était pas rien. Daniel, lui, ne retomba pas amoureux. Son cœur avait cicatrisé. Il avait reconstruit une version de lui-même qui n'attendait plus de réparation venant du passé. Il avait changé. Mûri. Il n'avait plus besoin d'elle. Mais il reconnut le courage de sa démarche. Alors, il lui laissa une place. Pas une place centrale. Une place définie, encadrée, respectueuse. Une place qui disait « Tu ne redeviendras jamais ce que tu as été, mais tu peux être quelque chose d'autre. » Quelqu'un d'utile. Quelqu'un de vrai. Elle n'était plus maman au sens magique du terme. Mais elle pouvait devenir une femme présente, patiente, qui assume ses erreurs, et tente malgré tout d'être là. Une figure qui ne demande plus rien, mais qui donne, doucement, sans bruit. Un jour, lors de la remise de diplôme de Caleb, toute la famille s'était réunie. Il faisait beau, les chaises étaient alignées sous un ciel d'été, et la foule applaudissait. Caleb souriait fièrement dans sa toge, ses yeux brillants. Une photo fut prise. Sur l'image, Daniel, solide et souriant. Les 5 enfants autour de lui, chacun marqué par les années, mais unis par l'histoire. Et un peu à l'écart, Mélissa, les yeux pleins de larmes, une main crispée sur son sac. Elle ne touchait personne. Elle ne s'imposait pas. Mais elle était là. Elle ne faisait plus partie du centre. Mais elle avait trouvé un bord de cadre. Et parfois, c'est là que les histoires réelles se terminent. Pas dans un conte de fées, mais dans une vérité reconstruite, douloureuse, imparfaite et profondément humaine.